Bonsoir. Alors, je prends la parole. On attend un petit peu plus de monde, mais pour faire un petit peu venir le reste de nos invités, je me permets de faire une petite introduction avant de laisser la parole à Monsieur l'ambassadeur. Bienvenue à toutes et à tous à la Fabrique, l'espace culturel de l'Alliance française de Bruxelles-Europe, où nous présentons depuis fin mai dernier le projet Mouvement. Mouvement qui est un projet qui s'est déployé dans le contexte des Jeux Olympiques autour de deux axes. Le premier axe, c'était un axe art vivant que l'on a intitulé La scène, breaking et Jeux Olympiques. En quoi est-ce que ça a consisté? Ça a consisté à mettre en valeur les 30 et 31 mai dernier le breaking, le breakdance, mais également les trois autres piliers qui constituent l'esthétique hip-hop, puisque le breaking fait partie de l'esthétique hip-hop. Les trois piliers à côté du breaking, quels sont-ils? Le graffiti, le MC et le DJing. Donc, dans ce contexte, nous avons invité 4 danseurs qui se sont présentés dans cet espace qui se trouve là où vos chaises sont actuellement disposées, sous le puits de lumière de la Fabrique. Vous avez d'ailleurs une vidéo derrière vous sur l'écran et quelques photos que je vous invite à regarder après la conférence, qui témoignent de ce qui s'est passé fin mai dernier, avec la présence de 4 danseurs, celle de Lilou, qui est un breakdancer lyonnais, qui est venu spécialement de Lyon, qui est double champion du monde Red Bull de breaking, et qui s'est présenté aux côtés de Mad Max. Mad Max, c'est une sportive et une artiste flamande qui à cette époque était pressentie pour participer aux Jeux Olympiques à Paris, aux côtés de l'équipe flamande. L'axe 2 de mouvement s'est ensuite intitulé autour du breaking au street art et a été constitué d'une exposition que l'on a inaugurée en présence de Monsieur l'ambassadeur de France le 13 juin dernier. Et à cette occasion, nous avons invité trois artistes belges qui ont réalisé les fresques qui se trouvent ici le mur très coloré, et sur ce mur également, pour, continuer à travailler autour de ce projet Mouvement. À cette occasion, donc, nous avons accueilli 3 artistes qui s'appellent Rubens, Yota et Yuxoy, qui ont donc habillé les murs de notre espace La Fabrique. Mais ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Raoul Delcorde. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue de nouveau. Vous nous aviez déjà honoré de votre présence en début d'année à l'occasion d'un autre projet, d'un autre type de programmation liée à la bande dessinée. Et ce soir, vous allez nous parler de sport et diplomatie. Donc, nous restons dans le contexte du sport et tout particulièrement des Jeux Olympiques. Monsieur Delcorde, vous êtes ambassadeur honoraire de Belgique, vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique, docteur en sciences politiques, professeur invité à l'Université catholique de Louvain et à l'Université de Montréal. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages en lien avec la diplomatie. Je vais vous laisser la parole, monsieur l'ambassadeur, et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence. Je ne doute pas que ce sera, comme toujours, très intéressant. Madame la directrice, merci beaucoup pour votre accueil, qui est toujours aussi convivial. Merci de m'inviter à nouveau à parler ici à l'Alliance française de Bruxelles. Cette fois de sport et diplomatie, un thème qui reste évidemment d'actualité après les JO de Paris. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer de parcourir avec moi un peu
l'histoire des Jeux olympiques, pas dans le détail bien sûr, mais en commençant par ceux d'Athènes à la fin du XIXe siècle et en terminant avec les JO de Paris, et en examinant au fond les Jeux olympiques et le sport en général sous l'angle des relations internationales. Alors, a priori, vous pourriez me dire, mais le sport n'a rien à voir avec la diplomatie. Le sport, c'est l'entretien du corps, le sport, c'est le divertissement, le sport, c'est la joie de participer à des épreuves. En quoi est-ce que le sport concerne ou est influencé par l'environnement politique international? Eh bien, il l'est, et de plus en plus. Le sport s'impose en fait comme ce que Marcel Mauss, un grand sociologue français du début du XXe siècle, appelait un fait social total. C'est-à-dire que toutes les institutions de la société s'expriment simultanément dans le sport. Le sport, ce n'est pas seulement la compétition entre les athlètes, le sport a une dimension économique, politique, culturelle aussi. De plus en plus, le sport est un instrument de ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, c'est-à-dire la capacité d'attraction que les États veulent mettre en jeu pour projeter précisément une image. Et on l'a vu combien le soft power français avait brillé lors des derniers JO. Alors, d'emblée, je voudrais donc partir de ce constat, c'est que les Jeux olympiques sont au fond un miroir des enjeux politiques, économiques et sociaux de leur époque. Et pour paraphraser le célèbre stratège prussien Clausewitz, je pourrais dire que le sport, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. J'y reviendrai, bien sûr. Mais ce qui est frappant, et on le verra tout au long de cette fresque historique, c'est la manière dont les États ont littéralement investi le sport pour en faire une démonstration de pouvoir, pour marquer aussi une revendication identitaire, à telle enseigne qu'aujourd'hui, si vous deviez définir un État, question que je pose régulièrement à mes étudiants, qu'est-ce qu'un État? Un État, c'est un territoire, c'est un gouvernement, c'est une population, et j'ajouterais, c'est aussi une équipe capable de participer aux Jeux olympiques. La participation, le fait de disposer d'un comité national olympique fait partie aujourd'hui véritablement des caractéristiques des États. Et, petite colle, y a-t-il un seul État au monde? Y a-t-il un seul État qui ne participe pas, ou pas encore, aux Jeux olympiques? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Le Vatican. Mais selon les dernières informations, eh bien, le Vatican se prépare à participer aux JO de Los Angeles dans 4 ans. Vous savez qu'il faut disposer, pour participer aux Jeux olympiques, d'équipes dans au moins 5 sports différents. Et bon, compte tenu de l'exiguïté du territoire du Saint-Siège et de la maigre population qui le peuple, ce n'était pas aisé. Mais en allant chercher peut-être ça et là, dans l'une ou l'autre équipe voisine, le Saint-Siège, lui aussi, alors que jusqu'à présent il n'avait pas participé, va donc envoyer une délégation. Certaines, et ce qui est encore plus intéressant sur le plan diplomatique, c'est que vous avez des entités étatiques qui ne sont pas encore formellement reconnues par l'ONU, le Kosovo, ou la Palestine, qui ne dispose pas encore d'un siège plein et entier à l'ONU, mais qui envoie des délégations au JO. Donc, d'une certaine manière, la participation au JO peut anticiper la reconnaissance diplomatique internationale d'un État. Alors, me direz-vous, est-ce que les Jeux olympiques doivent se penser uniquement, les Jeux et les sports
uniquement en termes de concurrence, de rivalité. Non, je voudrais d'emblée vous dire que même si le sport est un catalyseur de rapports de force, il permet aussi de pacifier les relations entre les États. Et le sport, d'une certaine manière, permet de déconflictualiser l'usage de la force en créant des moments fédérateurs. Il y a dans le sport, dans les compétitions sportives les plus exigeantes, des moments de fraternité, des moments d'admiration. Et donc ne poussons pas trop loin la comparaison entre la guerre et le sport. Vous savez, cette fameuse citation de George Orwell, le grand essayiste et romancier britannique, qui disait « Le sport, c'est la guerre, les fusils en moins ». Ne poussons pas trop loin cette comparaison, parce qu'on peut être battu dans une compétition sportive, mais ensuite gagner la fois suivante. Il y a toujours moyen de retrouver la gloire, de retrouver, de triompher de l'adversaire qui vous a battu une première fois. Bref, le sport doit se penser quand même sur une modalité différente que le conflit, heureusement d'ailleurs. Enfin, le fait que aujourd'hui les Jeux Olympiques sont également suivis par des Jeux paralympiques et que donc on a, ce qui n'était pas évidemment l'objectif premier de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques, mais qui aujourd'hui est unanimement salué, à savoir que les plus faibles, les personnes handicapées, mais néanmoins capables de performer sur le plan sportif, sont elles aussi invitées à des Jeux Olympiques qui sont évidemment calibrés selon leur handicap spécifique. Donc, c'est vrai qu'il y a dans le sport quelque chose qui peut être parfois brutal, mais heureusement, on ne bascule que rarement dans la violence. Pour le plaisir de l'anecdote, je vous raconterai tout à l'heure les détails d'une guerre entre deux États d'Amérique centrale autour du football, qu'on a appelé la guerre du football, mais c'est quasiment anecdotique, j'y reviendrai. Alors, donc je salue évidemment, d'autant plus que je suis ici à l'Alliance française, les très belles performances et l'excellente organisation des JO de Paris et de ces fameuses mascottes qui sont maintenant connues universellement. Le sport, disais-je, est donc un outil puissant de la diplomatie. Et ici, je veux d'emblée indiquer que très tôt, les dirigeants internationaux ont compris l'utilisation que l'on peut faire du sport pour créer, si vous voulez, du lien entre les États. Les Jeux Olympiques de 1936 à Munich, en Allemagne, sous la présidence d'Hitler, faisaient d'une certaine manière partie également de cette instrumentalisation du sport à des fins politiques. L'idée, c'est que on constitue une espèce de communauté mondiale autour des compétitions sportives et que cette communauté mondiale, d'une certaine manière, puisse à son tour permettre de surmonter les différences et amener à une forme de sublimation de la rivalité, de sublimation de la guerre. Et je crois que c'est très vrai. Et j'ai intitulé une récente interview « Le sport thermomètre des relations internationales » pour bien indiquer, je crois que l'image est juste, combien les compétitions sportives reflètent aussi les variations entre le chaud et le froid des relations internationales d'aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais, par souci de précision,
dire un mot d'emblée par ce qu'on appelle la diplomatie du sport au sens strict. La diplomatie du sport au sens strict, c'est le fait d'utiliser une compétition sportive pour, en quelque sorte, se rapprocher d'un État. La diplomatie du ping-pong, qui est habituellement mentionnée, se réfère à l'envoi d'une équipe américaine de ping-pong en Chine en 1971, c'est-à-dire avant que la Chine et les États-Unis n'aient établi des relations diplomatiques, et à une époque où les États-Unis étaient impliqués dans la guerre du Vietnam, et très bien accueillis par Chou En-lai, les pongistes américains sont arrivés un peu pour briser la glace en quelque sorte, et quelque part ont préparé le fameux voyage de Nixon à Pékin. Donc, de ce point de vue-là, c'était habile et intelligent d'utiliser le sport comme moyen de se rapprocher d'un État avec lequel, diplomatiquement, on n'avait pas encore de relations. De la même manière que les États-Unis, quelques années plus tard, enfin dans les années 2000, je pense, ont envoyé en Iran, pays avec lequel, dois-je le rappeler, les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques, des équipes de lutteurs, parce que la lutte gréco-romaine est très pratiquée en Iran. Et là encore, les sportifs, parce qu'ils n'ont pas, a priori, d'autres objectifs que de participer à une compétition sportive, sont en quelque sorte les émissaires des gouvernements pour tenter un rapprochement. Dans le cas de l'Iran et des États-Unis, ce rapprochement a fait long feu. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à l'histoire des JO. Et alors, tout le monde le sait, bien sûr, les JO d'origine ne datent pas de 1894. Ce sont les Olympiades qui ont eu lieu en 779 avant Jésus-Christ à Olympie. Et les Olympiades sont caractérisées par des disciplines qui sont en fait des disciplines de combat, d'une certaine manière. C'est le lancement du javelot, le marathon, le disque, le lancement du disque, la course à pied. Mais l'idée de base, et qui va être reprise par de Coubertin à la fin du XIXe siècle, c'est qu'à partir du moment où les cités grecques décident de participer ensemble à un événement sportif, il y a la trêve olympique. C'est-à-dire qu'on met entre parenthèses les conflictualités et il y a une forme de fraternité entre Sparte et Athènes, qui sont pourtant des cités ennemies, pour participer effectivement à ces Jeux. Et on garantit bien évidemment par le même coup la sécurité des spectateurs et des participants. Bref, dans les Jeux olympiques d'origine, le sportif, c'est déjà un héros, mais un héros sans armes, un héros pacifique. Et c'est cette idée qui va revenir dans toute la conceptualisation des Jeux olympiques par Pierre de Coubertin. Alors, Pierre de Coubertin, c'est important quand même de resituer un peu les choses. Nous nous situons donc à la fin du XIXe siècle, et de Coubertin constate que, au fond, le sport en France est peu pratiqué, peu organisé, alors que, pas très loin, chez les Britanniques, on a déjà codifié le football au XIXe siècle, on a codifié le rugby. Les Britanniques ont fait de ces sports collectifs, d'une certaine manière, des éléments emblématiques de l'identité britannique. En outre, l'obligation de pratique sportive au collège, etc., fait des jeunes Britanniques, notamment des militaires britanniques, des gens qui sont physiquement solides et mentalement aussi. Et de Coubertin se dit, il y a là une carte à jouer pour la France. Il faut, par le biais des Jeux olympiques, je puisse en quelque sorte
convaincre les autorités françaises d'instaurer véritablement une pratique du sport, et le seul moyen de le faire, c'est en quelque sorte de créer des compétitions entre Britanniques et Français. On sait combien la relation entre les uns et les autres est complexe à travers l'histoire. Des compétitions, et quoi de mieux que ces Jeux olympiques. Alors les premiers Jeux sont organisés à Athènes, ça ne pouvait être que là, mais la Grèce au XIXe siècle, où se situait-elle? La Grèce, un peu comme la Belgique, à peu près à la même époque, obtient son indépendance de l'Empire ottoman, alors en 1832. C'est un pays fragile. C'est un pays qui, est un peu comme la Belgique au XIXe siècle, est un peu sous la tutelle des grandes puissances avoisinantes. Et les Grecs ont très bien compris tout l'intérêt qu'il y avait d'organiser les JO, qui n'étaient pas universels. Il y a à Athènes une douzaine de nations, tout au plus. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a que quelques disciplines sportives. Et, curieusement, c'est à Athènes que l'on observe le premier boycott. Le premier boycott, les Grecs disent qu'il n'est pas question que des sportifs turcs, c'est-à-dire de l'Empire ottoman, puissent participer aux JO. Ce qui allait, d'une certaine manière, à l'encontre de la charte olympique qui venait d'être adoptée, qui prévoyait justement l'universalité, le fait que, précisément, les sportifs ne devaient pas participer sur base de considérations politiques, etc. Eh bien non. D'emblée, vous le voyez, il y a une réaction purement politique que l'on peut comprendre, évidemment. La seule chose que de Coubertin ne va pas admettre aux JO d'Athènes, c'est de les organiser en permanence en Grèce. C'était ce que les Grecs voulaient. Et de Coubertin comprend très bien que la beauté et l'universalité des JO nécessitent une rotation tous les 4 ans. Et donc, elle va être instaurée à ce moment-là. Bien, donc, on en est au tout début des JO. Je passe la Première Guerre mondiale, et je ne pouvais pas manquer, évidemment, d'évoquer les JO d'Anvers. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi a-t-on choisi Anvers? La petite Belgique s'était battue héroïquement durant la Première Guerre mondiale. C'était un État qui, politiquement encore, était neutre. Et dès lors, les dirigeants belges vont, avec succès, proposer d'accueillir les JO à Anvers au sortir de la Première Guerre mondiale, donc en 1920. C'est une manière aussi de reconstruire un petit pays qui a été quand même traumatisé par le conflit mondial. Et d'emblée, là aussi, il y a une dimension politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va inviter à Anvers des États qui comptent parmi les vaincus de la Première Guerre mondiale? En d'autres termes, est-ce que les vainqueurs vont coexister avec les vaincus? Eh bien, finalement, non. Finalement, les pays comme, je parlais des Ottomans, mais il y a aussi l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie ne seront pas invités. Vous comprenez que ça et bien d'autres choses va nourrir le ressentiment allemand. Mais on peut se demander si ce n'est pas une manière de faire violence à la charte olympique, puisque la charte olympique prévoit la neutralité dans l'organisation des JO. Bien. Quant à l'URSS, qui vient de faire sa révolution, est-ce qu'elle veut participer? Elle refuse. Elle refuse d'envoyer des sportifs à Anvers. On peut se demander pourquoi. Là, ça n'a rien à voir avec les vainqueurs et les vaincus de la Première Guerre mondiale. Mais les Soviétiques considèrent que les JO, c'est une manifestation de petits bourgeois.
Et donc on voit déjà à ce moment-là, au JO d'Anvers, l'émergence de clivages géopolitiques qui vont façonner tout le XXe siècle. Les JO d'Anvers, c'est quand même déjà 29 nations, et avec deux innovations majeures, le drapeau olympique, je ne sais pas si vous le savez, mais le drapeau olympique, les 5 anneaux, etc., qui représentent les 5 continents, date de cette époque, et le serment olympique devant la flamme, etc. Bien. Donc on est dans une situation quelque peu sensible. Est-ce qu'on a réussi à préserver l'universalité des JO? Non. Est-ce qu'on a réussi à préserver la neutralité des JO? Pas plus. D'emblée donc, les JO apparaissent comme un instrument de puissance pour les États et une tribune pour l'affirmation de leur identité nationale. Les JO de Berlin en 1936, souvenez-vous, l'Allemagne n'avait pas reçu d'invitation pour venir à Anvers. Mais les Allemands vont instrumentaliser ces JO au profit de l'idéologie nazie. Par exemple, l'équipe allemande fait le salut hitlérien lorsqu'elle défile dans le fameux stade de Munich. Non, c'était à Berlin, je pense. Je crois que c'était plutôt à Berlin. Mais, oui, à Berlin, excusez-moi, bien sûr, pas à Munich. L'idée, donc, c'était de réhabiliter une Allemagne lourdement sanctionnée par le traité de Versailles et d'utiliser l'olympisme comme un pont vers la réconciliation entre nations autrefois souveraines. Hitler, au début, n'était pas convaincu. Mais c'est Goebbels, vous savez, l'architecte de la propagande nazie, qui va finalement le convaincre. Et il va y avoir ces mises en scène spectaculaires. Vous en avez sans doute vu des images si vous connaissez le film de Leni Riefenstahl, Les dieux du stade. C'est très impressionnant, je dois dire. C'est dans le domaine de la théâtralisation de la cérémonie d'ouverture des JO, l'Allemagne nazie a été très loin. Il y a 49 nations, cette fois, qui sont invitées, mais tout se passe a priori normalement, sauf que, comme vous le savez, je pense que j'ai une image, Jesse Owens, un athlète américain, noir américain, va remporter 4 médailles. Et Hitler, alors les versions diffèrent, soit refuse de lui serrer la main, soit est comme par hasard absent au moment de la remise des médailles. Et donc fait éruption dans les JO qui étaient destinés à célébrer d'une certaine manière à la fois l'olympisme et la réconciliation entre les nations, fait éruption une dimension raciste, raciale, qui était évidemment au cœur du projet nazi et qui finalement n'a pas pu être gommé. Le même Jesse Owens, d'ailleurs, à son retour aux États-Unis, n'est pas reçu par le président américain, chose étonnante, mais au prétexte qu'il y avait une campagne électorale et qu'il ne voulait pas recevoir un noir américain. On est donc dans une période de l'entre-deux, mais pour les observateurs, je ne sais pas, je n'ai pas eu accès à des analyses, je pourrais le faire, des observateurs du moment sur l'organisation des JO de Berlin, mais si l'on prend un peu de recul, on est bien forcé de constater qu'il y a eu quand même une instrumentalisation évidente par les dirigeants nazis. Passons la Deuxième Guerre mondiale et arrivons à cette époque de la guerre froide qui est notamment marquée par l'organisation des JO d'Helsinki. Alors, comme vous le savez sans doute, la Finlande a un statut particulier après la Seconde Guerre mondiale. Nos amis finlandais d'ailleurs abordent le terme de finlandisation, mais
la longue frontière qu'ils ont avec la Russie les amène à adopter une stricte neutralité vis-à-vis de leurs grands voisins soviétiques. Et d'une certaine manière, parce que c'est à Helsinki, les soviétiques qui avaient longtemps boudé les JO, souvenez-vous, ils avaient parlé de jeux destinés à une élite petite bourgeoise, vont y participer. Mais il y a 3 villages olympiques à Helsinki. Un pour les hommes, un pour les femmes et un pour les athlètes du bloc de l'Est qui ne veulent pas cohabiter avec ces affreux capitalistes. Il se passe pourtant des choses intéressantes à Helsinki. Il y a d'abord toute une discussion pour savoir si l'on va admettre la République démocratique allemande. Et bon, les dirigeants du comité olympique, international olympique hésitent et finalement ne l'invitent pas. Il y a des tensions entre les deux Chines, Taïwan et la République populaire de Chine, qui s'est récemment constituée avec son leader suprême, Mao Tse-tung. Finalement, Taïwan se retire. Mais Helsinki est aussi marqué par une victoire spectaculaire des athlètes russes. Ils ont quasiment à égalité avec les athlètes américains. Vous savez, c'est à partir de ce moment-là que l'on commence à faire le décompte du nombre de médailles par État. Ce qui ne fait qu'accentuer évidemment cet esprit de compétition avec ce que ça peut avoir d'un peu malsain. 71 médailles pour l'URSS, 76 pour les États-Unis. Et les soviétiques vont transformer les résultats. Ces mêmes soviétiques qui avaient longtemps boudé les JO pour en faire en quelque sorte une métaphore de la réussite politique de leur modèle. On ne peut être un sportif accompli et victorieux que si l'on est passé par les écoles de sport soviétiques. C'est un peu ça le message. Évidemment, les Américains vont tenir un langage totalement opposé. Mais chaque médaille, on est dans le contexte de la guerre froide et de la bipolarité, est une victoire symbolique face au bloc adverse. Et il y a là un personnage tout à fait sympathique et remarquable en même temps, qui concourt sous la bannière soviétique, mais c'est en fait un Tchèque, et il s'appelle Zatopek. Et Zatopek réalise là un exploit qui n'a plus été réalisé ensuite dans les JO. Il gagne le 5000 mètres, le 10 000 mètres et le marathon. On l'appelle la locomotive humaine. Il est promu colonel dans l'armée tchèque et il va connaître une gloire énorme jusqu'au moment, et c'est là que l'individualité perce derrière la gloire sportive, jusqu'au moment du printemps de Prague. Je suppose que vous savez ce que c'est. Le socialisme d'un visage humain écrasé dans le sang par l'URSS et ses alliés du pacte de Varsovie. Zatopek va se rapprocher de Dubček et contester la mainmise soviétique. Il sera traité comme véritablement un ennemi de la nation, connaîtra les pires sévices et ne sera réhabilité que bien plus tard par Václav Havel dans les années 1990. Mais je voulais citer Zatopek, d'abord parce que c'est un sportif comme on en voit rarement, mais aussi parce que il a quelque part utilisé sa réputation au service de sa conviction, et il n'a pas eu peur de perdre tous les avantages qui étaient réservés aux sportifs de haut rang pour combattre un régime totalitaire. Mexico, on est toujours, n'est-ce pas, dans le climat de la guerre froide, et il se passe quelque chose de très grave à Mexico,
c'est que quelques jours, 10 jours avant l'ouverture des JO, il y a une grande manifestation de la jeunesse mexicaine qui conteste le pouvoir en place, et le pouvoir réprime avec une violence sans nom sur la place de Tlatelolco à Mexico, 400 morts, 1000 blessés, et la question se pose, est-ce que l'on va organiser les JO à Mexico 10 jours après ces massacres? Pas une question éthique au fond. Et à ce moment-là, et on verra que ce genre de posture se répétera, le président du Comité international olympique a pour réponse « sport et politique, ce sont deux mondes différents. Nous ne pouvons pas nous laisser influencer par la situation interne du Mexique. On organise les Jeux. » De la même manière, après le massacre des sportifs israéliens aux JO de Munich, à un moment donné, un certain nombre de nations, de représentants d'équipes olympiques se sont tournés vers les organisateurs en disant « Est-ce qu'on arrête tout ?» Eh bien non, les JO ont continué. Donc, le Mexique, il y tenait beaucoup, évidemment, à ces JO, parce que vous savez, les années 60, c'est l'émergence d'un certain nombre de puissances de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, on dirait le sud global aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs intéressant, c'est à partir de Mexico et des JO suivants qu'on voit arriver les Africains, parce que leur État était des colonies jusqu'alors. Les JO, donc, s'universalisent en quelque sorte, ne se limitent plus au monde occidental, plus URSS et quelques Asiatiques. Et c'est une dimension nouvelle, l'émergence du tiers-monde et des pays en développement dans les JO. Alors, il se passe quand même, là aussi, un événement de nature politique. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas l'image ici, mais vous avez certainement en mémoire cette image de deux athlètes afro-américains, Tommy Smith et John Carlos, qui lèvent un poing ganté de noir au moment où l'on joue l'hymne national américain. C'est un geste politique, c'est un geste inspiré par le mouvement des Black Power. Ces deux athlètes vont être immédiatement suspendus par le comité organisateur américain, mais ce geste-là aura marqué dans l'histoire des JO l'irruption d'une forme de contestation politique qui dépasse évidemment le cercle sportif et qui s'adresse directement à un État en particulier. Au fond, la scène olympique devient véritablement une tribune pour des revendications. Et ça, on passe là à une dimension nouvelle, si vous voulez, dans l'organisation des compétitions sportives. Alors, en 72, les Jeux se déroulent à Munich. Entre-temps, la République démocratique allemande se voit accorder le droit d'être représentée par un comité national olympique distinct de la République fédérale allemande. En 1972, les deux États, l'Allemagne fédérale et la RDA, se reconnaissent. Ils sont admis à l'ONU d'ailleurs en 1973. Ils ont chacun leur drapeau, ils ont leur hymne, et il va y avoir là aussi une fantastique instrumentalisation des JO par la RDA. Souvenez-vous, la RDA était une usine à champions. Et on se demandait, mais comment cet État, qui n'était quand même pas si grand ni si puissant, comment se fait-il, par exemple, qu'au JO de Munich, la RDA remporte 66 médailles? Ça paraissait disproportionné. On découvre par après qu'il y a tout un programme
visant à faire prendre aux sportifs d'Allemagne de l'Est des cocktails d'anabolisants, à les doper véritablement, et ainsi à les transformer en une espèce de machines humaines, machines à remporter des compétitions sportives. Ça, c'est la démonstration, une fois de plus, que ce qui importe pour le leadership est-allemand, ce n'est pas le fait de participer. L'important est de participer, comme disait de Coubertin. Plus du tout. L'important est de gagner. Et de prouver en plus qu'en gagnant, l'idéologie dont on s'inspire, l'idéologie communiste, qui était à l'époque dominante en RDA, est en quelque sorte l'ingrédient indispensable à la conquête de la victoire. Mais les JO de Munich vont être endeuillés aussi par les attentats perpétrés par Septembre Noir. Et je vous disais tout à l'heure, il y a eu un débat. Est-ce qu'on poursuit ou non les épreuves sportives? Et finalement, on les a poursuivies. Mais on est donc toujours dans ce contexte de guerre froide. Et on arrive aux JO de Montréal. Les JO de Montréal, bon, d'une certaine manière, sont importants parce que c'est l'organisation de ces épreuves sportives internationales, à nouveau sur le continent américain. Il y avait eu Mexico, il y a maintenant Montréal, et pourtant, on a le souvenir qu'il y avait eu des moments difficiles à Mexico. Je viens de vous citer l'affaire des poings levés. Là, le problème se situe au niveau des All Blacks, c'est-à-dire une équipe de Nouvelle-Zélande qui était venue jouer en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud de l'époque, c'est encore l'Afrique du Sud de l'apartheid, quelques mois avant les JO de 1976. Et du coup, l'organisation de l'Union africaine et la majorité des États africains font savoir que si la Nouvelle-Zélande n'est pas exclue des JO de Montréal, les Africains n'y participeront pas. Sauf que la réaction du président du comité international olympique était de dire, mais écoutez, les All Blacks, c'est du rugby. Le rugby n'est pas une épreuve olympique. Et dès lors, désolé, mais votre menace de boycott n'est pas valide. Les Jeux auront bien lieu. Donc vous voyez combien, parfois, cela pouvait déboucher sur des malentendus. Mais de la même manière qu'il y a eu Zatopek, qui incarnait à lui tout seul, lors des JO d'Helsinki, les qualités suprêmes de l'athlétisme soviétique ou soviéto-tchèque. Il y a eu au JO de Montréal, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, une gymnaste roumaine qui est entrée dans l'histoire. Et Nadia Comaneci, qui vit d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis, et qui a remporté un nombre impressionnant de médailles. Et là aussi, dans le contexte que l'on connaît, ça a été récupéré par le régime de Ceausescu, qui n'était pas, lui, a priori proche de l'URSS, mais qui a vu là une manière, de nouveau, de projeter l'image des capacités hors du commun de la gymnastique roumaine. Et donc, à travers cette projection, incarnée par les victoires de Nadia Comaneci, toutes les qualités que l'on peut associer à la Roumanie et à la formation de ses athlètes. On arrive progressivement à la fin de la guerre froide et on entre dans une période que j'appellerais l'ère des boycotts. L'ère des boycotts, elle est marquée d'abord par les JO de Moscou.
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les États-Unis font savoir, et les États-Unis sont des grands pourvoyeurs d'athlètes, comme vous le savez, et de médailles, qu'ils ne participeront pas aux JO. Et 65 délégations, ce qui est quand même beaucoup, vont suivre l'exemple américain. Alors pourquoi, me direz-vous, boycotter les JO de Moscou? Eh bien parce que l'URSS vient d'agresser le petit Afghanistan. Et au fond, cette guerre d'occupation, l'installation d'un régime pro-soviétique à Kaboul, est le dernier spasme de la guerre froide. J'ai moi-même, en tant que jeune diplomate au Pakistan, à la fin des années 80, assisté au retrait de l'armée rouge de l'Afghanistan. Et donc, c'est suffisant pour déclencher effectivement une vague de boycott. À noter que les Britanniques et les Français ne vont pas boycotter. Mais il y aura une participation à minima. La Chine, étonnamment, boycotte également les JO de Moscou, mais c'est à l'époque où les relations entre Pékin et Moscou étaient plutôt mauvaises. Et donc, évidemment, la récolte des médailles se fait au profit de l'URSS et de la RDA. La fameuse RDA dont je vous parlais, qui récolte à elle toute seule 128 médailles. L'URSS en emportant 195. Mais de nouveau, il y a, et c'est peut-être anecdotique, des sportifs de l'autre côté du rideau de fer qui utilisent en quelque sorte ces événements pour faire un bras d'honneur au communisme. Et il y a ce duel de deux éminents athlètes qui se confrontent dans le saut à la perche. Volkov, qui est un Russe, et Kozakiewicz, qui est un Polonais. Et vous savez, début des années 80, c'est le mouvement Solidarność en Pologne, c'est le mouvement qui va progressivement s'amplifier et contester la mainmise soviétique sur la Pologne. Et le Polonais qui remporte d'ailleurs l'épreuve de saut à la perche, fait un fantastique bras d'honneur au public russe qui le siffle. Et il a le courage de le faire, et il en paye évidemment tout de suite le prix, puisqu'il va être radié par les autorités sportives de son pays. Dans ce petit jeu des boycotts, vous comprenez que c'est du donnant-donnant, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, après Moscou, à Los Angeles, ce sont les Russes qui vont boycotter, les Russes et leurs amis. 15 pays environ, mais aussi quelques autres. L'Iran, mais l'Iran n'est pas l'ami des États-Unis, vous le savez, donc en profite pour boycotter les Jeux. L'Albanie, qui se singularise souvent. Mais ces pays boycottent, mais pas la Roumanie, qui vit encore, évidemment, dans cette atmosphère exaltée que Nadia Comaneci et les gymnastes roumaines ont pu créer. La Roumanie participe et remporte à nouveau des médailles à Los Angeles. C'est donc... Alors pourquoi, me direz-vous, est-ce que c'est simplement du donnant-donnant? Est-ce que c'est une petite vengeance des Soviétiques? Il fallait quand même trouver une explication un peu plus crédible. Alors les Soviétiques ont répondu que, voilà, Reagan venait de présider maintenant aux destinées des États-Unis, que les visées expansionnistes de l'impérialisme américain allaient tout à fait à l'encontre des valeurs de l'olympisme, et donc les Soviétiques ne pouvaient en aucun cas aller jouer sur le territoire américain. Bien, mais nous sommes vraiment à la toute fin de la guerre froide, et après la chute du mur de Berlin,
les premiers Jeux olympiques se déroulent où ça? À Barcelone. Alors, est-ce que ce sont les JO de la réconciliation? En tout cas, les JO de Barcelone sont un marqueur de la fin de la guerre froide. Et à telle enseigne, par exemple, que le Comité international olympique va demander que les délégations de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire les Croates, les Bosniaques, les Slovènes, puissent participer sous leur propre bannière. Les Baltes aussi vont participer sous leurs bannières respectives. La République sud-africaine, vous vous rappelez que vous avez dit qu'elle avait longtemps boycotté les JO, où on avait été, plus exactement, elle ne les avait pas boycottés, elle avait été exclue des JO du fait de sa politique ségrégationniste. Elle revient aux JO après 28 ans d'exclusion. Et l'Allemagne, le mur de Berlin est tombé, on a une seule équipe allemande, dans laquelle il y a évidemment quelques athlètes de l'ancienne RDA, une seule équipe de la RFA réunifiée. Bien. On avance donc progressivement vers des formes plus consensuelles des Jeux olympiques, et à Pékin, en 2008, rappelez-vous, la Chine, elle aussi, avait refusé de participer aux JO de 1958 à 1976 parce que Taïwan y participait. Pékin 2008, c'est la vitrine par excellence de cette nouvelle Chine, en quelque sorte. La Chine qui avait déjà participé aux JO de Los Angeles, la Chine qui était critiquée néanmoins pour la répression au Tibet, pour on avait quand même encore, on n'est pas très loin de Tiananmen et du souvenir de la répression des libertés. Donc un certain nombre de dirigeants estiment qu'ils ne peuvent pas aller à Pékin. C'est ce qu'on appelle le boycott diplomatique. Donc on dit aux sportifs, allez-y, mais Angela Merkel n'a pas fait le voyage, Gordon Brown, le Britannique, non plus. Alors vous me direz, on est dans le domaine du signal diplomatique, ça ne va pas beaucoup plus loin, je ne pense pas que ça a fait particulièrement trembler les dirigeants chinois, mais c'était une manière d'indiquer que les critiques que l'on avait formulées au sujet de la Chine avaient quand même trouvé un écho au plus haut niveau. Il n'en reste pas moins que la Chine comprend que les JO constituent véritablement le soft power par excellence, et la cérémonie d'ouverture à Pékin, peut-être que vous en souvenez, avec les fameux dragons crachant du feu, auront contribué à la projection de cette image d'une Chine impériale. Les JO de Rio sont intéressants à plus d'un égard. Avec Rio, on revient vers le continent américain, mais avec un souci de diversification, dans un pays qui fait partie des grandes puissances émergentes. Organiser des JO à Rio, où il y avait eu la Coupe mondiale de football 2 années auparavant, c'est une manière de renforcer le caractère universel des Jeux olympiques. Et c'est aussi une nouvelle étape dans l'inclusivité des JO. Il y aura là aussi, je ne me lasse pas de les mentionner, des petits incidents politiques qui émaillent ces compétitions sportives et qui ont une dimension diplomatique. Ici, c'est le marathonien éthiopien qui, au moment de franchir la ligne d'arrivée, mime des points menottés. Alors, je ne sais pas combien de gens dans l'assistance auront compris le geste, mais il mimait ces points menottés pour, en quelque sorte, contester ou condamner la répression que le régime éthiopien menait contre l'opposition politique du pays. Évidemment,
la conséquence quasi immédiate, c'est que ce grand champion vivra désormais en exil. Bien. À noter que le Kosovo, je vous disais tout à l'heure, il y a des États qui ne sont pas encore reconnus internationalement, en tout cas par l'ONU, et qui peuvent participer au JO. C'est le cas du Kosovo à Rio. De même qu'il y a pour la première fois, et je crois que ça mérite d'être salué, une équipe de réfugiés. Il y en a une à Paris, qui était d'ailleurs constituée notamment de remarquables athlètes iraniens et iraniennes, mais une équipe de réfugiés va également participer au JO à partir de Rio. Alors, les JO, ça donne soif. Les JO, mesdames, messieurs, sont donc révélateurs des nations. La carte géopolitique mondiale et la carte olympique ne correspondent pas toujours. Mais ce qui est admirable dans les JO, c'est que ce sont, d'une certaine manière, des égalisateurs de puissance. Tout le monde, ou à peu près, connaît Usain Bolt, le fameux athlète jamaïcain. En revanche, qui d'entre vous pourrait me citer le nom du Premier ministre de la Jamaïque? Vous auriez du mal. Donc, un sportif permet, quand il représente un petit État, un micro-État, en quelque sorte d'identifier cet État par le prestige international des victoires qu'il a remportées. Aujourd'hui, le Comité international olympique compte plus de membres que l'ONU. L'ONU compte 193 membres, le Comité international olympique en compte 206. Puerto Rico, qui est un État qui appartient aux États-Unis, a une délégation olympique. Les Bermudes, qui jusqu'à nouvel ordre relèvent de la souveraineté britannique, participent à titre individuel aux Jeux olympiques. Les îles Cook aussi. Des micro-États, à part le Vatican, mais Monaco, Liechtenstein, Saint-Marin, Andorre. Des pays insulaires dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, Tuvalu dans le Pacifique, les Fidji. Mais qui connaît les Fidji? Peu de gens. En revanche, pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent au rugby, ils ont une équipe de renommée mondiale. Donc, par le biais du sport, on identifie une nation et c'est toute la beauté de la compétition sportive. Oui, avant d'arriver à cela, lors des JO de Rome en 1960, il y avait un Éthiopien déjà et qui participait à la compétition du marathon. Il courait d'ailleurs pieds nus. Eh bien, il s'appelle Abebe Bikila. Et Abebe Bikila, c'est le premier champion olympique d'Afrique noire. 1960, c'est le tout début du mouvement de décolonisation, notamment dans l'Afrique subsaharienne. Eh bien, qu'il y ait un Éthiopien, l'Éthiopie n'a jamais été une colonie, il est vrai, et qui remporte pour la première fois une médaille est très symbolique. Cuba est célèbre parce qu'aux Jeux olympiques, ils envoient régulièrement des champions, et notamment dans des épreuves comme la boxe. La Mongolie, dont on ne connaît peut-être que les steppes et les chevaux, a une tradition remarquable dans les sports de combat. Le Kazakhstan et ses immenses territoires désertiques est pourtant une terre de champions dans le domaine de l'haltérophilie. Le sport est donc une vitrine pour les États désireux d'affirmer leur modèle et leur rayonnement. Et je vous cite une petite anecdote. En 1960, la France participe aux JO de Rome. Et ça ne se passe pas bien du tout.
je crois qu'en tout et pour tout, les Français remportent 5 médailles et aucune médaille d'or. Et alors, il y a cette caricature de Jacques Faisan, le fameux caricaturiste, qui représente le général de Gaulle en survêtement de sport avec des baskets et qui dit décidément dans ce pays, si je ne fais pas tout moi-même. Et par là, on voulait dire de Gaulle, qui savait que la France est la capacité nucléaire, c'est un siège permanent au Conseil de sécurité, avait déjà compris en 1960 que le sport pouvait être aussi un vecteur considérable de l'influence et de l'image de la France. Et c'est donc ce même de Gaulle qui va initier l'INSEP, vous savez, l'Institut national d'éducation sportive en France, le centre de Font-Romeu dans les Pyrénées, où l'on entraîne les sportifs français de niveau international, etc. Et qui va donc véritablement mobiliser l'État français autour de la fabrication des athlètes, si j'ose dire. Pas seulement parce que je ne pense pas que de Gaulle était particulièrement passionné par l'athlétisme, mais parce qu'il avait compris tout l'intérêt que le sport pouvait apporter à l'image de la France. Et alors, la cérémonie d'ouverture, j'ai pris celle-ci qui était spectaculaire, et que vous avez sans doute pu regarder. Les cérémonies d'ouverture des JO, des Coupes du Monde, sont au fond des mises en scène, n'est-ce pas, qui visent à projeter les spécificités culturelles d'un pays, et s'il faut, on va recruter Céline Dion ou Aya Nakamura, mais pour souligner la diversité, c'est très bien, mais il est évident que, et ça représente des budgets de plus en plus importants aussi, cette théâtralisation des cérémonies d'ouverture, elles étaient beaucoup plus modestes il y a 50 ou 60 ans, participe justement de ce soft power du sport. Alors, le soft power, je suppose que vous connaissez un peu le concept, la capacité d'attraction. Le soft power sportif, au fond, tourne autour de deux concepts. Alors, je vais utiliser deux termes anglais que j'essaierai de traduire, mais ce qu'on appelle le nation branding, c'est-à-dire, si vous voulez, l'identité de la nation, et le nation building, c'est-à-dire l'exaltation patriotique. Alors le nation branding, je l'ai déjà en partie commenté quand j'ai expliqué comment un athlète comme Usain Bolt contribuait à faire connaître son pays. Le nation building, on l'a vu en France, où bon, la France connaît quand même quelques tensions internes depuis quelque temps, mais autour et durant les Jeux Olympiques, il semble bien que ces tensions internes ont été sublimées et qu'on a pu structurer ou restructurer l'identité nationale autour du déroulement des JO de Paris. Ça, c'est du nation building. Le sport n'a pas d'équivalent en termes d'influence globale. Au fond, le sport, comme disait un auteur, c'est une arme de séduction massive, pas de destruction, de séduction massive inégalée. Et il n'est donc pas étonnant que les États investissent beaucoup dans la formation des sportifs. J'emprunte au politologue Lucas Aubin deux néologismes qui me paraissent bien refléter la réalité sportive d'aujourd'hui. Alors, Lucas Aubin a forgé deux mots que je vais vous expliquer, sportocratie et sportocrature. Alors, réfléchissez une seconde. Sportocratie comme démocratie, c'est au fond des systèmes qui sont fondés sur le libéralisme, et qui vise à permettre au plus grand nombre à participer à se former pour participer à des compétitions sportives, bref, à multiplier les installations sportives, à multiplier les possibilités d'entraînement, à encourager les meilleurs, etc. Les sportocratures ont une approche
verticale du sport. Là, comme c'est le cas en Russie, on identifie un certain nombre d'athlètes et ces athlètes sont véritablement drillés, comme on dirait en franglais, pour participer à des compétitions sportives et sont brutalement rejetés s'ils ne ramènent pas des médailles dans leur pays. C'est un système d'une certaine manière totalitaire, autoritaire en tout cas, et qui a connu et qui connaît ses dérives, n'est-ce pas? On sait combien la question du dopage est sensible. Et un grand pays, la Russie, pour ne pas la nommer, a été sanctionné récemment et n'a pas pu participer au précédent JO, précisément à cause de l'organisation du dopage à grande échelle. Donc, sportocratie et sportocrature. Mais il y a un revers de la médaille, si j'ose dire. C'est très bien d'organiser, si vous voulez, par le haut ou même de façon horizontale, les structures sportives d'un pays. Toutefois, les États qui font ça s'exposent évidemment à des critiques. Comment la France n'a pas gagné la coupe, telle coupe mondiale de football ou autre? Comment se fait-il que la Belgique ne s'est pas distinguée? Elle s'est distinguée en l'occurrence en cyclisme, mais bon, supposons qu'elle ne... Bref, les attentes sont très grandes à mesure que l'on forme des sportifs qui sont destinés à récolter des médailles. Et finalement, quand on examine de près la terminologie du sport, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de mots qui relèvent du vocabulaire de la guerre, du vocabulaire martial. On parle de la défense, n'est-ce pas, en sport, de l'attaque, en football, de l'adversaire, de la stratégie, de la victoire, les étendards. Vous avez vu notamment les cris de guerre des rugbymen néo-zélandais. Et tout ça participe quand même d'une certaine manière d'être, comme si les athlètes sont des guerriers qui défendent l'honneur de leur nation. Alors, est-ce que les compétitions sportives sont des ersatz de guerre? Je vous avais dit au début de ma conférence qu'il y a même eu une guerre, littéralement, entre deux petits États d'Amérique centrale qui font indubitablement penser aux guerres que menait dans les aventures de Tintin le général Alcazar contre le général Tapioca. Et ici, c'était, figurez-vous, en 1969, le Honduras et le Salvador. Alors, je ne sais pas si vous voyez à peu près où il se situe et pourquoi cette guerre était là. Le football, en l'occurrence, était au cœur du différend, était un élément déclencheur. Ces pays étaient en compétition pour la Coupe mondiale de football. C'était les éliminatoires pour la Coupe mondiale de football. Et en fait, ces deux petits États d'Amérique centrale avaient des relations très tendues. C'était ça, la vraie cause du différend. C'est que il y avait une communauté de travailleurs immigrés salvadoriens assez importante au Honduras, et à un moment donné, le Honduras a voulu s'en débarrasser, ce qui a créé évidemment des tensions. Que s'est-il passé? Eh bien, voilà qu'arrive là l'équipe sportive du Salvador c'est bien Tegucigalpa, je crois, la capitale du Honduras, et les malheureux salvadoriens n'arrivent pas à fermer l'œil. Il y a un concert de klaxons et de bruits de toute espèce autour de leur hôtel, et ils perdent le match le lendemain dans la capitale hondurienne. Ils se disent qu'ils prendront bien vite leur revanche. Quelques jours plus tard, c'est l'équipe hondurienne qui se déplace au Salvador, à San Salvador, et là, on leur fait le même coup. Ils ne dorment pas la nuit, ils perdent le match, et à ce moment-là, brusquement, le Honduras déclare la guerre au Salvador, une guerre qui n'aura duré que 4 jours, mais il y aura fait quand même un certain nombre
de victimes et qui entrera dans l'histoire comme la guerre du football entre deux petits États d'Amérique centrale. Alors, au-delà de l'aspect un peu anecdotique et regrettable aussi, au fond, ça dit bien le degré d'émotionnalité que, notamment dans les pays où le football est le sport roi, le degré d'émotionnalité qui caractérise certaines compétitions sportives. Pourquoi? Mais parce que la force du sport tient à la puissance de l'imaginaire qu'il véhicule. C'est un outil de cohésion nationale. Les Salvadoriens, comme les Honduriens, ne pensaient qu'en termes de victoires sportives en football. C'était ça, et rien d'autre. Alors peut-être me direz-vous que c'est une dérive un peu regrettable du fameux panem et circenses, du pain et des jeux. En tous les cas, aujourd'hui, grâce à la télévision, et pour rester dans le domaine du foot, le sport occupe véritablement un stade virtuel, mais de milliards de spectateurs. Et cette dimension nouvelle du sport qui occupe un espace médiatique sans commune mesure, il n'y a pas d'équivalent dans d'autres domaines, est tout à fait remarquable. Alors, chers amis, j'arrive progressivement à ma conclusion. Le sport, disais-je, est un thermomètre des relations internationales. Attention, le sport n'a pas la même valeur que le facteur militaire ou nucléaire. Le fait d'avoir une économie puissante permet d'utiliser le sport, mais l'inverse n'est pas vrai. Le sport ne conduit pas à des changements géopolitiques majeurs. Non, je vais attendre. L'Occident, néanmoins, semble avoir perdu quelque peu la main sur l'organisation des compétitions internationales d'importance. Pourquoi? Parce que les États, les puissances émergentes, les BRICS et autres, ont compris tout l'intérêt qu'ils ont à utiliser le sport pour, en quelque sorte, tutoyer ou être d'égal à égal avec les puissances occidentales. Et vous aurez remarqué ce glissement géopolitique mondial du sport vers l'Orient de la planète. La Chine, avec les Jeux olympiques d'été en 2008 et d'hiver en 2022, la Corée du Sud, avec les JO d'hiver en 2018, Los Angeles, dans 4 ans, c'est la façade pacifique et donc asiatique quelque part des États-Unis. Le Japon, tout récemment, en 2021. Les Jeux olympiques de 2032 à Brisbane, en Australie. Finalement, il n'y a que l'Afrique, semble-t-il, qui, pour le moment, ne participe pas à cette fête mondiale. Bien sûr, il y a eu la Coupe du monde de foot en République sud-africaine en 2010, mais il n'y a pas pour le moment de JO qui soit programmé sur le continent africain. Et sans doute peut-on l'expliquer par les budgets considérables qui sont impliqués. Alors, j'ai voulu mettre en conclusion de mon exposé cette image de l'Inde, parce que dans ce glissement géopolitique du centre de gravité des JO vers l'Orient, vers l'est de la planète, où se situe l'Inde? L'Inde qui a une bonne maîtrise de son soft power, et pas seulement grâce à Bollywood. L'Inde qui a réaffirmé à travers son Premier ministre Narendra Modi une identité forte, ne devrait-elle pas, à l'égal de la Chine, organiser à son tour des JO? Elle est prête à poser sa candidature, mais ça ne vous surprendra pas, il y a 2 concurrents importants du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite
et le Qatar, qui sont également candidats. Alors, les JO demeurent un théâtre global des nations où se jouent non seulement les compétitions sportives, mais aussi les grands enjeux de notre temps. Au fond, ils sont le reflet des tensions et des aspirations mondiales, un lieu où l'émotion sportive et les défis géopolitiques se rencontrent, au fond, le miroir des complexités du monde contemporain. Je vous remercie. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas. Je considère pas que je pense que c'est un plaisir de répondre. Oui. Que pensez-vous de ces pays peu favorisés économiquement, en retard sur le monde occidental, qui dépensent des fortunes considérables pour le développement, pour la construction d'infrastructures sportives, alors que leurs populations sont mal logées, mal nourries, mal soignées, mal éduquées? Je reviens, j'ai passé l'année passée par le Caire, et j'ai été voir le nouveau stade du Caire, 4 fois plus grand que le stade de France, vitre blindée pour la tribune traditionnelle, on n'est jamais trop prudent. Mais à quoi ça rime? Je veux dire, à ce moment-là, je me suis dit que j'écrirais bien à notre ministre ou chargé de la coopération et développement pour dire de donner plus à l'Égypte. Ils ont manifestement tout ce dont ils ont besoin, puisqu'ils construisent un stade aussi en milliards de dollars. Pour moi, c'est aberrant. Mais je voulais avoir votre point de vue sur la chose. Oui, merci pour cette question. Effectivement, vous savez, entre parenthèses, votre question m'amène à une remarque que j'aurais pu faire dans mon exposé qu'on appelle la diplomatie des stades. La Chine, notamment, s'est illustrée par le fait qu'elle a construit en Afrique subsaharienne des stades qui coûtaient peut-être le milliard de dollars. Le stade de Douala, le stade d'Abidjan sont des cadeaux, entre guillemets, de la Chine, en échange desquels, évidemment, la Chine demande des matières premières. Mais, pour répondre à votre question, oui, peut-être, en effet, sans doute, c'est choquant, mais au fond, est-ce que le calcul qui est fait par l'Égypte, c'est de dire, il nous faut un stade de niveau international, quelle que soit par ailleurs notre capacité à nous, Égyptiens, de pouvoir véritablement rivaliser avec d'autres États sur le plan sportif, il nous faut un stade parce qu'il y va de l'image de marque de notre pays, de la même manière que d'autres États lancent des satellites dans l'espace, développent des ogives balistiques ou bien dont ils n'ont peut-être pas vraiment besoin, ou organisent des événements culturels de ce style. Alors, je connais aussi un peu l'Égypte, qui est engluée dans des problèmes économiques considérables, mais voilà, ça fait partie de cette politique de prestige que certains États, certains dirigeants de certains États, et ces dirigeants sont souvent eux-mêmes des autocrates, aiment pratiquer. Oui. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Vous avez mentionné la similarité technologique entre la défense et le sport. Et en fait, il y a aussi des pays où les ministres de la défense sont aussi responsables pour le sport. Mais ma question, c'est, vous avez aussi mentionné le glissement vers l'Orient. Et est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur le changement du sport en soi, grâce ou dû à la mondialisation, donc les disciplines olympiques, comment c'est changé pour s'adapter un peu plus, donc que ce n'est pas seulement une question européenne ou une question occidentale, mais une question pour tout le monde, comment le sport soit changé. Oui, alors il y a certaines disciplines sportives qui
ont été introduits d'ailleurs récemment, et même très récemment à Paris, et dont on peut supposer qu'elles sont pratiquées davantage en dehors du monde occidental. Il y en a d'autres dont la permanence est remarquable. Je pense notamment à l'escrime, pratique sportive qui date probablement du 19e siècle, qui est même plus ancienne, à côté du taekwondo et d'autres disciplines de combat, de sports de combat qui sont plus récents et qui nous viennent souvent d'Asie, n'est-ce pas? Alors, la mue ou la transformation progressive des JO avec leur ouverture à de nouveaux sports n'est pas terminée. Le cricket, qui est un sport très pratiqué dans le sous-continent indien, n'est pas une discipline olympique. Et je peux vous assurer que là, pour le coup, les Indiens et les Pakistanais remporteraient aisément les médailles. Et donc, c'est vrai que c'est assez emblématique de cette ouverture. Alors, je ne suis pas certain, à titre personnel, que toutes les pratiques sportives, la pelote basque, par exemple, qui n'est pas, je crois, une discipline olympique, doivent nécessairement faire partie de la gamme des sports de compétition dans les JO. Mais en tous les cas, cette diversité est intéressante. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je pense que ma connaissance limitée des pratiques sportives ne me permet pas d'en dire beaucoup plus. Oui. Je voudrais revenir sur la première question qui a été posée. Alors, j'aurais voulu que vous m'y répondiez, non pas en diplomate, mais en technocrate. Pensez-vous vraiment que la diplomatie par les sports vaut pour tous les pays? Je pense particulièrement aux pays qui ont encore des besoins élémentaires à satisfaire. Est-ce que vous pensez vraiment que ça vaut la peine pour ces pays-là de s'adonner à la diplomatie par les sports, quoi? Donc, si vous voulez bien y répondre, comme technocrate, non pas comme diplomate. Comme technocrate. Oui. Mais vous savez, vous visez, je suppose, un certain nombre d'États qui n'ont pas des structures sportives importantes ou une tradition sportive internationale et qui néanmoins estiment ou veulent en quelque sorte instrumentaliser les succès de l'un ou l'autre athlète de leur pays. Alors, prenons la Jamaïque. Les besoins en développement de la Jamaïque sont réels, n'est-ce pas? Je ne suis pas certain qu'il y a une stratégie sportive très développée dans l'île de la Jamaïque, à part quelques tournois locaux. Mais, et je pourrais dire la même chose de certains pays africains pour lesquels, hormis le football et la Coupe africaine des nations, mais hormis ça, ces pays africains ne paraissent pas, les dirigeants de ces pays africains n'ont pas fait les investissements requis pour former des sportifs dans d'autres domaines que celui-là. Je pense que, tant dans l'exemple de la Jamaïque que dans celui des pays africains, il n'en reste pas moins que c'est nécessaire. C'est mon point de vue. C'est-à-dire que, à mesure que la compétition s'universalise, à mesure que de nouveaux États envoient des délégations au JO, il faut former
des sportifs qui soient compétitifs. Voilà, je le pense, sincèrement. Je reviens à mon exemple de l'Inde. Plus d'1 milliard d'habitants, n'est-ce pas? Ils étaient très contents, les Indiens, lorsque, au dernier JO, pas ceux de Paris, mais les précédents, un Indien a, je crois, remporté la médaille d'or au javelot. Le javelot n'est pas a priori un sport qui est généralement pratiqué en Inde, n'est-ce pas? Mais voilà. Donc, il faut commencer par quelque chose et ensuite investir, former, et ça peut prendre plusieurs générations. Mais je pense sincèrement que le sport est le sport de compétition. Dans les compétitions internationales, est devenu aujourd'hui un espace de projection de l'image qui est incontournable et insurpassable grâce à la médiatisation du sport. Je ne vois pas d'autres événements culturels ou même politiques, l'Assemblée générale de l'ONU, qui connaissent cette universalité dans la diffusion et dans l'intérêt d'ailleurs que portent les populations concernées, parce que tout le monde sur la planète, enfin tout le monde, un nombre important de gens sur la planète connaît les règles du football, je crois. Beaucoup moins connaissent les règles de fonctionnement de l'Assemblée générale de l'ONU. Merci beaucoup pour votre présentation. Une question sur une autre région, vous avez mentionné le continent africain et un investissement dans l'infrastructure qui peut coûter très cher pour organiser des événements. La région du Golfe, vous avez mentionné très bien l'Arabie Saoudite, mais aussi le Qatar et d'autres pays qui, eux, ont ces moyens pour pouvoir investir dans de telles infrastructures. Est-ce qu'on ne voit pas une nouvelle vague qui est concentrée sur une région spécifique du monde, là où ces pays peuvent se permettre d'accueillir pendant plusieurs générations maintenant des compétitions qui plein aux yeux avec des cérémonies impressionnantes qui vont ensuite venir du tourisme et de l'investissement dans d'autres secteurs. Est-ce que vous pensez qu'on entre dans une nouvelle vague, une nouvelle génération d'organisation de ces événements? Oui, ils sont de plus en plus coûteux. Ça, alors là, on peut en discuter, ça peut être regrettable, on peut regretter l'époque des premiers JO, où il y avait une plus grande simplicité, on peut regretter le fait qu'au départ, les sportifs devaient être des amateurs, et donc pas rétribués ou salariés, etc. On peut regretter tout cela, mais aujourd'hui, la mobilisation des budgets pour les compétitions sportives internationales, d'une certaine manière, écarte un nombre important d'États qui n'ont tout simplement pas les moyens. Alors, il faut parfois que ces États s'associent à d'autres États. Je crois que pour la prochaine Coupe mondiale de football, le Maroc va s'associer à l'Espagne, n'est-ce pas, et à un autre État pour l'organisation de la World Cup. Mais voilà, donc oui. Et du coup, effectivement, on en arrive, en réduisant ainsi le nombre de candidats potentiels à un nombre fatalement limité d'États, et on revient un peu toujours au même d'ailleurs. Les grandes puissances émergentes, la question de l'Inde d'ailleurs avec un point d'interrogation, les États arabes du Golfe et les États du Pacifique, Japon, Australie, etc. Voilà, alors, et même chez nous, il y a eu, je pense, en France, à un moment donné, avant l'organisation des JO aussi, des débats. Faut-il investir autant? Est-ce que ça se justifie compte tenu de la situation de l'économie française, etc. Ces débats existent, sont récurrents. Et la même chose pour les championnats mondiaux de football. Donc, quelle est la solution? Est-ce qu'on pourrait avoir une espèce de
de banque mondiale du sport auquel contribueraient tous les États de la planète et qui permettrait d'organiser de manière équitable les compétitions sportives dans tous les États, sur tous les continents. Je ne sais pas. Et vous avez mis le doigt sur une dérive qui est préoccupante, parce que on risque de créer quand même une forme d'hostilité et de tension entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, au fond. Entre ceux qui ont les stades et les infrastructures de pointe et ceux qui ne les ont pas ou pas encore. Donc je n'ai pas vraiment de réponse satisfaisante à votre question. Et je crois qu'à un moment donné, il faudra revenir peut-être à des paramètres plus raisonnables dans l'organisation des compétitions sportives, parce que l'important, c'est de participer, comme disait de Coubertin. Voilà. Merci beaucoup.